Deux sujets à l'ordre de la causerie ce matin en plateau. On parle d'abord de la fonction publique et les 100 nouveaux greffiers qui sont désormais affectés au niveau des tribunaux au profit donc du ministère de la Justice. Et ensuite, on parlera, si le temps nous le permettait, de ce tour des médias de certaines chaînes de télévision qu'a effectué en fin de semaine écoulée le ministre de la Communication et de la Poste, monsieur Alain Orunla. Pour en parler, je suis avec deux débatteurs en plateau. Latif Boni, bonjour. Bonjour Stanislas Samoa, bonjour à chacun, bonjour à tous. Kani Wainde, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour la disponibilité. C'est un plaisir. Alors, admis en 2018, une centaine de greffiers est désormais affectés dans les différents tribunaux du Bénin. La note de service du ministre Séverin Quenom en date du 20 mars indique que les intéressés doivent rejoindre leur poste dès réception de la notification. Déjà un regard sur ce concours parce que le procès avait été fait au régime de la rupture, que bon voilà... il n'y avait pas assez de concours organisés, il n'y avait pas assez de recrutement. Déjà, votre regard sur le processus. Merci bien. Vous savez, c'est chaque jour qui passe, notre pays se révèle positivement. Vous voyez, ça prouve comme une fois, nous avons changé de paradigme depuis 2016. Les concours, on connaissait leur histoire dans ce pays-là. Chaque fois qu'on en organisait, c'était toujours des polémiques qui les accompagnaient. Donc aujourd'hui, qu'on fasse un concours, qu'il n'y ait pas tout de polémique et que les choses se passent de cette façon-là, sans tapage, c'est dire que nous évoluons et nous changeons beaucoup de choses. C'est déjà heureux que le Béninois puisse voir un concours organisé et se dire... qu'il n'y ait pas de supputation, qu'il n'y ait pas de suspicion comme à l'accoutumée. Donc vivement que des efforts comme ça se poursuivent pour que le Bénin puisse avoir plus de crédibilité. C'est ça. Latif Boni, il y a une vague de recrutement, il y a le concours des militaires, il y a eu les résultats définitifs la semaine écoulée, d'autres concours organisés également au niveau de l'enseignement dans plusieurs secteurs déjà. Un regard panoramique sur ces différents concours. L'État dans sa marche fait ce qu'il a à faire, à savoir se doter de ressources humaines pour pouvoir gérer ses rôles régaliens, notamment ici nous parlons de la justice. Bien évidemment que depuis 2016-2017 surtout, à partir de 2017, il y a eu quand même que l'État a amorcé un certain nombre de changements au niveau de la structure, donc on va dire de la structure judiciaire, et donc la création de pas mal de cours de commerce, la création de certain nombre de chambres. Tout ça requiert beaucoup de mouvements à l'interne, mais surtout aussi ça requiert plus de ressources humaines. Donc je pense que l'État n'a pas le choix. En 2018 comme en cette année, il y a forcément le besoin de recruter. L'État a recruté en 2018. La question c'est peut-être pourquoi 2 ans? Bien évidemment parce que quand on recueille ces fruits-là, c'est pas des fruits tout de suite mûrs. Il faut, exploitables. Il faut les insérer dans un circuit de formation. Et il faut aussi prendre le temps, on va dire, de les laisser s'acclimater, être formés ensuite avant de les mettre à disposition. Donc nous sommes dans un processus classique, connu, et surtout un processus où on veut des gens à terme, on va dire, opérationnels, pas les gens qui, dès qu'ils vont prendre fonction, vont encore prendre le temps de s'initier. Non, c'est bien des gens, dès qu'on affecte pratiquement, ils sont positionnés parfois même parfois en responsable ou en chef hiérarchique, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, bien évidemment qu'on peut s'interroger, et on est en droit même de s'interroger sur le nombre de personnes recrutées par-ci, par-là, que ça soit au niveau de la police, au niveau de l'armée, au niveau de la justice et ailleurs. On est en droit, et c'est à juste temps que vous entendrez les gens se demander si l'État recrute. Parce que de l'autre côté, il y a quand même des milliers, parfois même des centaines de milliers qui sont demandeurs. Cette question-là, elle est, on va dire, elle est juste, mais
l'État et ses capacités, ce n'est pas aujourd'hui que le débat commence. On connaît ça. L'État a bien des rôles ou des responsabilités à gérer. L'État a ce besoin-là, mais ce ne sont pas des besoins illimités. Ce sont des besoins bien, surtout aujourd'hui où on va dire l'administration est de plus en plus mesurée à juste titre. On ne peut pas demander à l'État de nous embaucher tous pour que nous puissions être tranquilles dans les bureaux. Donc, je pense que nous sommes là sur deux tableaux, à la fois la recherche de l'efficience, de l'efficacité, d'où les 2 ans pour former, les 2 ans pour préparer, et aussi la recherche, on va dire, la recherche en dehors de l'efficience, la recherche donc de l'efficacité, et l'État aussi qui essaie, on va dire, de faire aujourd'hui un peu plus que hier au niveau du recrutement. C'est ça. Alors, Gani Wahiné, on sait qu'au niveau de la justice, ça bouge beaucoup, ça recrute aussi également au niveau des auditeurs de justice, au niveau des magistrats. Il y a eu un recrutement récent, je crois, 118 magistrats qui doivent être en formation en ce moment. Ça bouge beaucoup au niveau de la justice, du secteur de la justice. Et parlons modernisation. Est-ce que ces recrutements, ces différents recrutements participent de la modernisation de ce secteur qui, quand même, osons le dire, est un secteur assez sensible et délicat dans notre pays? Évidemment, on ne saurait engager autant de réformes dans un secteur et ne pas accompagner cela du personnel adéquat pour pouvoir implémenter tout cela sur le terrain. Donc, ça participe bel et bien à cette modernisation dont vous parlez. Vous savez, la justice dans un pays, c'est un pilier central. C'est-à-dire que la nation, la République, ne peut que se reposer sur la justice. Donc, quand des efforts sont faits dans ce sens-là pour permettre à ce que nous ayons une main-d'œuvre qualifiée qui pourra donc de façon crédible conduire les activités dans ce secteur-là, ce n'est que chose positive, hein. Il a rappelé tout à l'heure, nous avons en 2017-2018 créé beaucoup de cours de commerce, à Criette, par-ci, d'autres instances dans le cadre donc, de la justice. Et donc, c'est bien normal que ce recrutement-là puisse venir, et ça ne doit pas étonner, ça doit étonner personne, hein. Et on parle là des greffiers, vous parliez des auditeurs de justice et d'autres certainement des magistrats, donc d'autres forcément qui recrutement qui viendront renforcer ce secteur là. Il ne faut pas que nous limitions le fonctionnement de la justice au débat toujours polémique d'influence que l'État pourrait avoir. Non, nous parlons là d'un point important de l'organisation de l'État en lui-même, et donc il faut espérer simplement que l'État fasse tout, que l'État puisse recruter suffisamment pour que ce secteur-là puisse bien se porter, et il en ira pour la crédibilité de notre nation, je crois. Non, moi, quand vous demandez si ça ne participe pas à la modernisation, moi je crois que c'est plutôt la modernisation, la normalisation, la modernisation, mais si vous voulez, qui entraîne en réalité les recrutements, que ça soit au niveau des auditeurs, au niveau des magistrats et autres corps de ce secteur-là. Je pense que c'est la modernisation qui oblige l'État en réalité à recruter un peu plus que par le passé. Pourquoi? Parce que là, je l'avais souligné, il y a eu d'autres chambres, il y a eu, on va dire, surtout au niveau de pratiquement toutes les zones, là, cette volonté-là extensive de mettre en place des cours de commerce, ça a été, on va dire, rappelé à plusieurs fois. Mais donc quand vous étendez l'appareil, forcément il va absorber du ressources humaines. Je pense que c'est l'un qui entraîne l'autre. Donc on ne va pas forcément attendre de ceux qui sont recrutés, on va dire, des rentabilités que notre justice n'avait pas en termes de qualité. Donc c'est une justice de très bonne qualité, notre justice.
justice. On sait que par le passé, il y avait, pour des raisons de mouvement, de grève, et tout, il y avait très peu, on va dire, d'activité. Mais aujourd'hui, depuis un bon moment, on a fini avec... c'est stable. Donc, les coûts s'animent très, très bien. L'extension est tenue de main de maître par l'État. Et donc, ce qu'on n'avait pas par le passé s'installe petitement. On n'a pas fini d'opérer les réformes. On n'a même pas fini de normaliser. C'est-à-dire que pour certains pays, ce qui existe déjà, on n'a pas fini de l'installer. Mais je pense que nous sommes dans un processus qui ne s'arrête jamais. Au jour le jour, il y a on va dire, ces réformes-là qui viennent pour nous rappeler notre état d'antan et aussi nous rappeler les pas que nous posons très rapidement aujourd'hui pour pouvoir normaliser et pourquoi pas être fier de dire qu'on a modernisé ce secteur-là qui est un secteur clé de la démocratie. Non, l'influence d'un État d'un gouvernement, dans un appareil judiciaire, ce débat, il sera éternel ici ou ailleurs, en France ou aux États-Unis. Quand Donald Trump, on va dire, change les magistrats, les procureurs, j'allais dire, oui, les gens lui feront le procès. Ouais. Mais la démocratie, ce n'est pas que simplement l'opinion, ce n'est pas que simplement les réflexions de tout le monde. La démocratie aussi, c'est ce qui est écrit, c'est ce qui est permis. Les tests permettent à un président ailleurs de nommer les procureurs, ici de nommer tel ou tel. Il faut qu'on interroge peut-être au fur et à mesure nos tests. Pour l'instant, je pense que ni la nomination des procureurs et autres, ni tous ces griefs que de temps à autre nous relevons, ça n'enlève en rien la qualité de notre justice. Ça n'enlève même en rien, on va dire, la capacité de nos magistrats à être parfois fermes face même à l'État et dire le droit. On l'a vu à plusieurs reprises, l'État a perdu des procès. Même au niveau des cours, enfin, je ne vais pas dire spécial, mais des cours comme la Cour constitutionnelle ou même la Cour suprême. À des moments donnés, l'État a été débouté, l'État a perdu ses causes. Donc, je pense qu'on peut un peu faire foi au fonctionnement des choses telles quelles, mais surtout nous réjouir des choses qui changent, qui nous permettent d'être un peu plus proches de notre justice, de voir cette justice-là de plus en plus opérationnelle, parce que de lundi à vendredi, c'est ouvert et que vous ne risquez pas trop un jour d'aller demander un papier ou d'aller pour une cause donnée, on va vous dire qu'il y a grève. Donc, je pense que nous posons des pas quand même au-delà de tout. C'est ça. Gani Wainde, vous en parliez tout à l'heure en filigrane. Il n'y a qu'aujourd'hui, c'est l'admission au mérite. Quand on parcourt un peu les 100, non, c'est quand même 100 greffiers qui sont recrutés, déployés au profit du ministère de la Justice. Quand on parcourt cette liste, on se rend compte bien aisément qu'ils viennent de divers horizons du Bénin. En tout cas, ils sont béninois. Ce n'est pas forcément l'apanage de telle ou telle région du Bénin. Donc, c'est l'admission au mérite maintenant. Évidemment. Quand on a dit que nous sommes dans une rupture avec le passé, ça suppose que c'est les vieilles habitudes qui nous traînaient dans des débats à ne point fini, des suspicions, des polémiques, des procès d'intention. Tout ça doit être derrière nous désormais. Et ceux qui sont là aujourd'hui ont le devoir de prouver qu'effectivement que nous avons raison de croire en leur capacité à changer le Bénin, à l'élever dans la dignité, la grandeur. Donc forcément, nous serons les premiers à leur dire, à leur rappeler donc leur propos d'hier, comme quoi lorsque on a dit, lorsque on l'a proclamé que on a la chance de l'exécuter, il faut faire ça et il faut bien faire cela. Donc aujourd'hui, observez un peu l'opinion. Quand on organise les concours, tout récemment, on faisait le concours donc des policiers, tout ça. Il n'y a pas eu comme de par le passé des débages dans le sens de les gens sont recrutés parce que voilà, ce sont des faits de corruption. Non.
le mérite est replacé au cœur de la République, et tous ceux qui donc ont le potentiel et cette capacité-là de s'imposer, finalement, l'État leur reconnaît leurs compétences et les place à des postes de responsabilité. Donc, il n'y a que à dire à ceux-là qui arrivent à tirer leur épingle du jeu que, voilà, ils peuvent être fiers d'être recrutés, ils peuvent être fiers d'essayer leur métier sans que demain les gens ne viennent leur dire c'est parce que vous connaissez telle personne, parce que vous avez tel parrain que vous êtes à ce poste-là. Et donc, tout ceci prédispose pour l'avenir. Parce que quand on a bien fait cela, ceux qui viendront ont le devoir d'élever plus haut l'étendard et de faire mieux que ceux qui sont là aujourd'hui. Donc, ce n'est que de cette façon-là que cette nation-là peut se construire. Et donc la marche se poursuit. Il le rappelait à l'instant, quand on revient à notre justice, avant c'était des mouvements de débrayage, à tout bout de champ. Aujourd'hui, on dira que la place est faite pour le travail. Nos populations se sentent de plus en plus proches de cette justice-là parce que elles peuvent venir réclamer leurs pièces administratives en temps réel sans que des contraintes de temps ne leur soient opposées. Donc tout ça là représente des motifs donc de satisfaction aujourd'hui, et nous ne pouvons que saluer cela, espérer que des efforts soient faits dans ce sens-là, qu'il y ait plus de recrutement pour que nos populations pour des pièces, des gens parfois sont obligés de faire des allers-retours interminables. Donc il faut que ça cesse, il faut que nous puissions même mettre à disposition de nos populations, parce que l'État est à leur service. C'est eux qui ont véritablement le privilège, et donc nous devons travailler pour les mettre dans de meilleures conditions. Et vivement que l'État, qui a compris ce message-là, qui a compris que désormais il doit être au service de la République, de nos concitoyens, de ceux du peuple, que ces efforts-là soient maintenus, soient implémentés de par toutes les zones de la nation, afin que nous, dans quelques années, qu'on puisse se dire, nous sommes partis de loin, mais on a accompli de grandes choses. C'est ça. Moi, Stanislas, moi, si vous voulez, moi, je n'ai jamais fait le débat. Non, c'est-à-dire quand un concours, quand les résultats d'un concours sortent, oui. Je ne jette pas un coup d'œil cherchant la représentativité nationale, parce que c'est hypocrisie et leurre que de faire le débat d'égalité des chances. Il n'y a jamais eu d'égalité des chances. Il n'y a jamais eu d'égalité des chances. Mais l'absence de l'égalité des chances n'est pas dans l'organisation des concours. Je ne parle pas des concours frauduleux. Ça, c'est un autre débat. Mais dans l'organisation des concours, vous ne pouvez pas parler de chance. Parce que quand on organise des concours, on ne distribue pas à pas égal de façon régionale. On cherche les meilleurs. À partir de cet instant, la question de l'égalité des chances se fait au niveau de la base. Quelle école nous avons? Quelle répartition de qualité nous avons dans notre école? Est-ce que de Kutupunga à Wome, tout près ici, on a la même répartition de la qualité dans notre école? Ça, c'est une question, un débat vrai, et je pense que l'État l'a compris, d'où les réformes en cours, histoire notamment de faire un peu plus qualité un peu partout dans le système éducatif, du primaire au secondaire. En tout cas, il y a pas mal de tentatives de réforme et de faire bouger les choses, de maintenir aussi le travail. Là encore, les grèves en moins, ça fait un plus. Tout est lié. Tout est lié. Et donc, je pense que c'est là le débat. Quand vous avez une école, un système éducatif, on va dire, plus ou moins harmonisé d'un bout à l'autre d'une nation, à partir de cet instant, les chances sont réparties, on va dire, plus ou moins de façon égale. Parce que même là encore, à école égale, vous ne sortez pas avec les mêmes potentialités. Donc, même la nature, dans son essence, elle n'est pas, on va dire, elle n'est pas juste dans la répartition des chances. Et donc, que de dire aux gens, croisez les bras, non, l'État répartit les chances également. Non, ça ne se passe pas
comme cela, parce que même la nature elle-même n'a même pas su être juste en matière de chance, en matière de potentialité. Mais ce qu'il faut dire aux gens, c'est que de plus en plus, il faut qu'on démystifie l'administration. Elle n'est pas aussi, on va dire, le trésor qu'on a toujours rêvé enfant ou que nos parents ont rêvé, parce que avant quand même c'était un peu différent. Aujourd'hui, le producteur de coton qui sait s'ouvrir au monde, le producteur de coton qui sait un peu faire les choses différemment, il n'a rien à voir en matière d'avoir, en matière de rentabilité. Il n'a rien à voir avec un ministre, pas parce que le ministre n'est pas important, non, mais parce que le ministre, il est au service de la nation, il est au service de tout le monde, alors que le cotonculteur, il est d'abord au service de lui-même, de sa famille peut-être ensuite, et que en dehors peut-être de quelques taxes et autres, il n'est même pas obligé de quoi que ce soit. Et ça, il faut qu'on commence par le dire et rappeler aux gens que nous avons laissé nos marchés, si ce n'est aux femmes, ce qui est déjà une bonne chose, mais surtout aux étrangers. Ça, il faut qu'on y retourne, même si on est bardé de diplômes, parce que c'est à Tokpa, à Malanville, à Azeke et dans d'autres marchés que se trouve la richesse, que se trouve, on va dire, l'argent. Donc, le pouvoir en partie, pas dans une administration fermée. Ça, je pense que c'est un débat qu'il faut qu'on commence à faire. Dire aux gens, pas parce que vous avez échoué dans un concours que vous n'êtes pas chanceux ou que l'État ne vous aime pas, peut-être que vous avez vos potentialités ailleurs. Donc, la répartition des chances, l'égalité des chances, elle n'existe pas. En tout cas, pas dans un concours. Parce que dans un concours, on cherche celui qui a, après 10 ans, 15 ans d'apprentissage, bûché tout, n'a rien oublié, on lui pose des questions, il reproduit. Cette intelligence-là, tout le monde ne l'a pas. Elle n'est peut-être même pas l'intelligence. Ça, c'est sans doute un autre débat, mais ce n'est pas, c'est peut-être pas l'intelligence. Donc, je pense que on a longtemps fait un faux débat d'égalité des chances. Non, il y a l'ENAM, il y a autre école. Or, on sait qu'ailleurs, être ENAC, vous voyez, ça vous ouvre les portes. Or, l'ENAM, ça, on va dire, l'école de l'administration, ça n'ouvre pas ses portes à tout le monde. Déjà là, problème d'égalité des chances. Donc, il faut qu'on revoie notre conception des choses. L'État fait tout pour être un peu juste. Mais l'État ne peut pas donner les mêmes diplômes à tout le monde parce que tous les diplômes ne font pas tous les concours. À partir de cet instant-là, la question de l'égalité des chances, à mon avis, est un faux problème. Est-ce qu'il y a des modalités, est-ce qu'il y a des critères, est-ce qu'il y a des règles dans l'organisation des concours? Est-ce que ces règles-là ne sont pas suivies? Ça, c'est un débat qui se fait et c'est par rapport à ça notamment que par le passé, on a vu qu'il y a des concours fraudulés parce que les modèles de procédure ont été bafoués. Aujourd'hui, est-ce que les gens n'ont pas dit les règles avant le jeu? Si, ils l'ont rappelé. Est-ce qu'au cours du jeu, ça a changé? Non. Conséquence, même sur Facebook, il n'y a pas eu de débat. Donc, on a fait un pas. C'est ça, on a fait un pas. En tout cas, c'est ce qu'on retient. Hein, c'est surtout l'essentiel. On va souhaiter bon vent à ces 100 nouveaux greffiers. Surtout qu'ils apportent... qu'ils apportent quand même de l'air fraîcheur. Exactement, de l'air fraîcheur. Et confession pour confession, moi j'en connais qui sont dans le lot, qui sont admis. Oui, c'est vraiment c'est la qualité des promotionnaires qui sont dedans. Bon vent à eux. Et voilà, on attendra de les voir au pied du mur tel un maçon. Parlons maintenant de nous-mêmes, si on peut le dire comme ça, de notre corporation. Notre ministre de tutelle, M. Alain Orunla, a effectué une tournée en fin de semaine écoulée dans certaines chaînes de télévision. Latif Ouboni, puisque nous sommes directement concernés, je vais démarrer par vous. Maître Alain Orunla qui visite certaines chaînes de télévision, il était à ETélé, notamment une chaîne qu'il connaît bien, justement, votre regard. Non, je pense que c'est un monsieur de son domaine, la communication, donc où il a proximité avec les acteurs de la communication. Pour lui, il ne commence pas aujourd'hui, c'est bien avant qu'il ne soit là où il est. Il est de bon temps qu'on ne change pas ce qu'on a été parce
on est devenu quelque chose. Ça, c'est la première leçon que je tire de ça. Et donc, il a gardé cette proximité-là avec les hommes des médias, les patrons des médias. Mais en deux aussi, il y a que d'une position à une autre, on n'a plus les mêmes éléments du citoyen qu'il était, passant de plateau en plateau à aujourd'hui, ministre qu'il est, les éléments d'appréciation ne sont plus vraiment les mêmes. Il a accès à certaines données, certaines informations. Oui, quand on fait une tournée, une descente comme ça, en dehors de cette phase-là où il y a les caméras qui sont en on, bien allumées, il y a quand même des choses en off qu'ils échangent forcément avec nous, hommes des médias, avec surtout les patrons de médias. Et donc, je pense que c'est au-delà des projecteurs, une tournée de véritablement confronter les données auxquelles il a accès maintenant à ces petites données qu'il peut rapidement glaner avec ses yeux, mais aussi en échangeant avec les hommes des médias qui forcément, même s'ils se rencontrent avec lui, n'ont souvent pas à parler d'eux-mêmes. Là, au cours de cette tournée-là, je pense que les doléances, les difficultés ont été racontées sans intermédiaire, sans intermédiation, sans intermédiaire. Donc, ces difficultés-là ont été abordées, des discussions autour. Je pense que c'était important. Après, on ne va quand même pas s'attendre qu'à l'issue de cette tournée, que les problèmes de la presse nationale soient, on va dire, résolvés d'un coup. Mais je pense qu'il fallait un début de solution quand même. Je pense quand même qu'il y a ce que l'État peut faire en la matière, ce que l'État peut apporter en la matière. Souvent, ça ne vient pas après 5 jours. Parce que l'État, ce n'est pas le tantinier d'un côté. Ça prend le temps. C'est toute une organisation. Ça prend le temps des études, le temps vraiment d'évaluation, les solutions, le plus souvent projetées à très long terme. Peut-être même que quand les fruits de cette descente et des mesures qui pourront être prises vont tomber, ces fruits-là, peut-être même que les actuels dirigeants ne seront même pas, on ne saura même pas lier les fruits à cette descente-là. Et donc, c'est pas non plus nouveau les descentes, mais les descentes peuvent se suivre et ne pas avoir les mêmes retombées. C'est ça. Gani Wainde, il a parcouru 6 chaînes de télévision. Il y a bien sûr Télé, TV, Carrefour, Canal 3 Bénin, Golf TV. Il y a également Eden Télévision et puis la télévision du service public, l'ORTB. Déjà, c'est une démarche à saluer, à célébrer. Moi, quand je vois l'homme, je me dis, la rupture tient enfin son architecte de la communication. Remarquez. Vous pensez que ceux qui l'ont précédé à ce poste n'avaient pas forcément fait le job? Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais n'ont pas porté, comme cela se doit, la parole d'un gouvernement qui vient dans un régime de rupture par rapport à un système ancien. Quand on vient dire tout ce qui a été fait de par le passé, pas que tout soit mauvais, mais il faut qu'on fasse les choses autrement. La parole politique doit être portée avec beaucoup plus de détermination, beaucoup plus d'entrain. Et on ne l'a pas eu. Moi, je fais même mieux. Quand vous observez les 10-15 dernières années, on n'a pas eu un ministre de communication aussi dynamique, aussi entreprenant, aussi éloquent. Quand il prend la parole... Est-ce que vous n'exagérez pas trop, Gani Wainde? Je m'explique. Oui, je m'explique. Pendant longtemps dans ce pays-là, c'est vrai que peut-être ça a été une défaillance de parler de normes comme communication, tout ça. Mais pendant longtemps, on a vu des ministres de communication qui n'ont pas apporté l'information comme cela se doit de faire, avec promptitude. Celui-là, il va sur le terrain, il rencontre nos concitoyens, il dit ce que fait le gouvernement, il explique
Moi, j'ai suivi cette tournée nationale qu'il a faite dans chaque région pour dire voilà ce que l'État propose, voilà l'offre politique, voilà ce n'est pas de voilà les projets sur lesquels nous nous engageons aux côtés de vous. Oui, mais Gani, avant de continuer, peut-être revenir à vous, Latif Boni, n'est-ce pas quand même son rôle, puisqu'il est porte-parole du gouvernement? Je ne sais pas si avant lui on a eu des porte-paroles, mais lui, c'est peut-être son rôle, non, porte-parole, donc porter la parole auprès des populations. Oui, je pense qu'avant lui, quelques ministres ont brièvement, avant que ça ne change, porté un peu le terme porte-parole, mais ça n'avait pas coïncidé avec forcément les postes de ministre de communication. Ça, c'est une chose à relever. On a vu porte-parole le ministre Osvaldo Meki, brièvement, on a vu d'autres aussi par moment, mais ceci dit, il y a quand même une chose, je ne serai pas aussi direct ou même séduit à 100% comme les Ganiou, mais il y a quand même qu'il faut admettre un changement de ton aujourd'hui. Il y a le ministre de la Communication, il prend les risques en matière de la communication. C'est que à tout moment, il est au charbon. La preuve, la tournée finie, et hier encore, il était au service public en soirée. Une très longue émission, sans doute pas grandement préparée, où il se jette à l'eau. C'est une prise de risque. Les tournées, c'est la population, il donne effectivement, il relève les données, qu'ils soient en termes d'investissement de façon technique ou même l'offre politique. Ganiou, vous en parlez. Ce sont des prises de risque qui, à un temps... Nous avons à l'image ça descend, la visite et tout ça. Oui. Donc, tout ça quand même tranche avec le passé. Mais ceci dit, il faut quand même tenir compte des circonstances dans lesquelles le dernier gouvernement a été monté. C'est le dialogue politique qui est fini, les élections législatives, une certaine nouvelle marche sur le plan politique. Il fallait vraiment porter un peu plus haut cette parole-là qui explique. Au-delà de ça, nous sommes quand même dans une courbe descendante en matière de mandat. 4 ans pratiquement après demain. Donc, je pense qu'il faut quand même faire le bilan. Et dans son comportement communicationnel, je pense qu'il y a ce ton-là de dire, voilà ce que le régime a fait en 4 ans. La route est encore longue. Il y a un an, mais il y a quand même déjà des résultats. Donc, c'est un monsieur qui est venu à un temps favorable à la communication. Avant, il me semble que même si il était dans l'appareil, peut-être qu'il n'aurait même pas eu, on va dire, peut-être on n'aurait pas lâché les chevaux. Il faut que le chef lâche les chevaux d'abord. Voilà, pour faire ça. Même peut-être pas l'autorisation, parce qu'il y avait décidément avant une certaine volonté de ne pas trop parler. Aujourd'hui, ça a changé. C'est tombé à pic sur le temps de quelqu'un qui sait parler, comme vous le dites, très bien parler, comme vous insistez. Et donc, je pense que l'un mis dans l'autre, on a plus d'écho du gouvernement. Aujourd'hui, pas ces temps de crise, on a besoin d'un écho gouvernemental parce que sans la voix gouvernementale, il y a d'autres voix. Or, il se fait que souvent, les autres voix n'arrangent pas la vérité. C'est ça. Et les autres voix ne disent pas toujours ce qui est réel ou ce qui est vrai. Revenant à cette tournée, Maître Alain Orunla a fait ces visites-là justement pour expliquer la vision du chef de l'État par rapport aux médias béninois, et les échanges ont été quand même assez intéressants. On a vu sur les images ces échanges-là avec le directeur de télé notamment au cours de cette séance. Oui, je suis totalement d'accord parce que vous savez, les médias n'ont pas à rester dans une posture de confrontation tout le temps avec un gouvernement. C'est-à-dire que c'est par les médias, surtout les chaînes de télévision, que nous vendons l'image d'un pays. C'est la vitrine même d'un État. Donc, il faut que l'État puisse marquer sa proximité avec ces acteurs importants. De par le passé, c'est la HAC qui faisait ce travail-là. Donc, on a un ministre qui se déplace, qui vient rencontrer, toucher du doigt ce que vivent ces acteurs-là, donc sur leur lieu de travail. Donc, c'est à saluer finalement. Et dire que lorsque le ministre rencontre ces acteurs, ces patrons de médias,
forcément que les doléances ont été posées et que les engagements ont été pris pour que ces acteurs importants soient accompagnés. Parce qu'ils font un travail décisif pour vendre l'image de notre nation, pour montrer tous les efforts qui se font aujourd'hui. Quelles que soient les lignes éditoriales, quelles que soient les postures, l'essentiel ici, c'est d'expliquer que voilà, ceux qui sont à l'opérationnel aujourd'hui ont un projet, font un certain nombre de choses pour la nation, et donc voilà le chemin, la trajectoire qu'ils entendent emprunter et solliciter, donc l'accompagnement. Pas que ces médias-là leur feront allégeance, mais forcément les accompagner dans ce qu'ils font pour que nos populations, et au-delà, que le monde voit que le Bénin est en pleine transformation et que les temps à venir forcément montreront tous les fruits des sacrifices que nous consentons aujourd'hui. C'est ça. Merci beaucoup, Gani Ouanidé, analyste politique. Merci pour la disponibilité. Latif Boni, merci beaucoup, journaliste ici à ETélé, analyste politique également. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Le matin vous revient demain à 6h45. Passez une belle journée.